Peut-être que la tyrannie ou l'absolutisme politique dont on a parlé au début de ce cours ne doivent pas être comprises comme la conséquence d'une nature mauvaise de l'être humain qu'il s'agirait de contrôler, mais plutôt comme la conséquence d'une éducation défaillante à la liberté politique. Qu'est-ce qui peut expliquer que des peuples se retrouvent asservis sous le joug d'un tyran, d'un dictateur ? Comment expliquer qu'une masse d'individus accepte l'autorité d'un seul homme ? Comment se fait-il qu'un État soit en capacité de produire des lois contre le peuple ? Posé en termes mathématiques, tout régime tyrannique apparaît comme une sorte d'incompréhensible absurdité. Un seul être humain n'est ni plus fort, ni plus intelligent que tous les autres réunis, et se rend pourtant capable de soumettre une multitude d'autres humains, ni plus faibles, ni plus bêtes que lui. Une telle étrangeté est le point de départ d'un des textes les plus célèbres et les plus importants de la Renaissance, le discours de la servitude volontaire écrit par la Boétie au milieu du XVIe siècle. Ainsi, la Boétie pose que ce n'est pas le tyran qui est à l'origine de son pouvoir, mais bien les sujets qui acceptent librement d'être asservis. La servitude du sujet n'est pas imposée, elle est librement acceptée. Or, la Boétie voit trois origines à cet état de fait. D'abord, la coutume, la tradition. Pour le dire autrement, il est difficile à certains peuples de se rendre compte, tout simplement, qu'il pourrait y avoir d'autres pistes, d'autres solutions, et la tradition de la soumission au tyran se colporte génération après génération sans qu'il soit envisageable de faire autrement. Deuxième point, le divertissement et la spiritualité qui éloignent, pense la Boétie, de la question politique. La manipulation du tyran par la mise en œuvre de ces deux outils s'incarne par exemple dans l'utilisation des religions à des fins politiques. On va utiliser la croyance religieuse, la foi authentique, en la détournant de son motif initial et personnel pour pouvoir justifier un pouvoir politique de plus en plus autoritaire. Et enfin, et c'est sans doute le point le plus intéressant et le plus important de la remarque de la Boétie, l'origine fondamentale de la tyrannie, c'est l'intérêt personnel ou le profit. Comment comprendre cette dernière dimension ? Pour se maintenir en place, le tyran a besoin d'un petit nombre d'individus qui laissent profiter du système. Il les tient par l'appât du gain et les honneurs. Ainsi se maintient la structure pyramidale de la société que le tyran contrôle du sommet à la base, grâce à une chaîne ininterrompue d'êtres humains à son service, profitant de ses bienfaits. À la base de cette pyramide, évidemment, le peuple ne fait que soutenir la domination d'une bande organisée dont le chef est en quelque sorte rendu sacré. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, cette structure pyramidale ne profite pas à la majorité. C'est toujours une minorité qui est au pouvoir. Mais la technique est assez facile à comprendre. Si vous soudoyez, si vous obtenez par du clientélisme le soutien de certaines puissances ou certaines autorités importantes dans votre pays, vous pouvez assez facilement tenir le peuple entier sous le joug. Il y a par ailleurs une technique qui est très importante, c'est celle du secret. Vous ne savez pas forcément, lorsque vous appartenez au peuple, qui est exactement à la solde du pouvoir. Et dans ce cas-là, la révolte vous soumet toujours au risque d'une révolte solitaire et très vite repérée par le pouvoir en place, et donc à votre mort quasi certaine. Donc la Boétie considère l'éducation, la connaissance, le savoir comme les armes les plus efficaces contre la tyrannie, puisqu'elles donnent au sujet le moyen de saisir qu'il est finalement le seul détenteur du pouvoir réel et de prendre conscience de son asservissement. Toutefois, il faut bien comprendre que dans la théorie de la Boétie, l'éducation est justement à double tranchant, puisqu'elle peut être aussi l'instrument du tyran qui va asservir en construisant une vision biaisée du monde. La nature de l'homme est d'être libre et de vouloir l'être, mais il prend facilement un autre pli lorsque l'éducation le lui donne, écrit la Boétie. Ici, ce qu'on voit, c'est cette théorie qu'on retrouve dans les modes de propagande que vous connaissez dans les dictatures plus contemporaines. Si vous éduquez toute une population à vouer au chef une sorte de culte, par exemple, une sorte de culte sacré, ou si vous transformez les informations
qui sont communiquées au peuple de telle sorte qu'elles sont à votre avantage, vous pouvez par l'éducation asservir bien plus efficacement que par les armes. Mais en même temps, c'est bien la connaissance et l'information qui est le pouvoir. L'information est la clé à la fois de l'asservissement et en même temps de la libération. À ce titre, il est intéressant de noter que le cours de données personnelles, c'est-à-dire la valeur sur les marchés des données personnelles, est aujourd'hui supérieure à la valeur du pétrole. Donc, vos données personnelles, vos informations personnelles sont si chères parce qu'elles donnent évidemment à des autorités, des pouvoirs en place, qu'ils soient publics ou privés, le moyen de contrôler des populations. Cette idée d'une éducation qui est à double tranchant nous permet de retrouver ici le fond critique de la philosophie socratique contre la sophistique, thème qu'on avait déjà croisé au début de l'année. La sophistique est dangereuse parce qu'elle produit un discours non pas fondé sur la vérité, mais sur l'efficacité rhétorique. Ainsi, la sophistique est un instrument de domination des masses extrêmement efficace puisqu'il fait croire au vrai en le dissimulant. Néanmoins, la véritable connaissance permet à l'homme d'échapper à l'oubli d'une éducation tyrannique et donc à être libre. Le citoyen n'est donc pas ailleurs que dans le sujet, comme une sorte de potentiel qui ne peut s'actualiser que par l'éducation. L'homme devient acteur de la cité parce qu'il a les moyens intellectuels de le faire. L'être humain libre est donc un être humain qui se construit par l'acquisition du savoir, de la raison et de la clairvoyance, qui est nécessaire pour que le citoyen ne soit pas l'objet de passions étrangères ou de ses propres passions. Une telle ambition politique et existentielle finalement se retrouve dans l'Émile de Rousseau, qui est un livre de pédagogie qui a eu beaucoup de succès à l'époque où il l'a écrit, et où Rousseau imagine une pédagogie propre à faire de Émile, le sujet de ce livre, le personnage principal de ce livre, un citoyen à part, entière, capable de penser de façon autonome. Ici, la question de l'autonomie est essentielle. Autonomie, je le rappelle, ça veut dire, en grec, autonomos, à soi-même sa propre règle. Être autonome, c'est donc être capable de se donner à soi une règle que l'on va ensuite suivre. Donc c'est être libre, finalement. L'éducation de Rousseau laisse place à l'autonomie du sujet, c'est-à-dire à sa capacité, justement, tirer de lui-même son enseignement. La stratégie pédagogique, chez Rousseau, passe ainsi par des stratagèmes mis en place par l'instructeur d'Émile pour faire apparaître à Émile des problèmes qu'il doit de lui-même résoudre. Tout le projet de Rousseau est de substituer l'amour-propre à l'amour de soi. Ces deux concepts sont essentiels pour comprendre non seulement le projet pédagogique de Rousseau, mais aussi sa critique de la société qu'il connaît à son époque, de la monarchie absolue, qui est une société corrompue. J'avais dit dans le précédent podcast, que Rousseau estimait finalement qu'il y avait une corruption de la société, que la société était corrompue et que c'était cela qui expliquait le mal, qui expliquait la violence à l'intérieur de la société. Et quel est l'exemple ou quel est le point fondamental de cette corruption ? Eh bien, cette corruption se comprend à partir justement de cette distinction entre amour-propre d'un côté et amour de soi de l'autre. L'amour de soi d'abord est l'amour spontané, inné, naturel d'un sujet pour lui-même et de sa propre survie. Il ne s'agit pas dans l'amour de soi de se comparer à autrui, mais simplement de développer sa nature et de la garantir. Ainsi, s'il y a comparaison, elle est avec soi-même. L'amour de soi, c'est le jugement que vous portez sur vous-même, sur votre propre progression, à partir d'une aune qui est la vôtre. Donc, il y a là quelque chose qui relève d'une sorte de développement qui va être personnel et intime, pas du tout d'une comparaison de proche en proche avec les autres. Au contraire, l'amour-propre est à l'origine des passions haineuses qui produisent la violence, et il est créé par la société, la comparaison entre les humains et la manipulation d'autrui pour son plaisir. C'est cet amour-propre qui construit une société aristocratique. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Pour Rousseau, le paradoxe de la monarchie absolue, c'est que ce qu'elle cherche à réguler, ce qu'elle cherche à contrôler, et les vertus qu'elle veut promouvoir, sont exactement celles qui sont en vérité bafouées et niées par le système. On peut même dire que les défauts essentiels de la morale sont ceux qui sont les plus utiles et les plus nécessaires pour la réussite dans une telle société.
Un courtisan, par exemple, doit être tricheur, menteur, manipulateur, sans foi ni loi, sans éthique, pour réussir. Il ne faut pas être bon, il ne faut pas être gentil, il ne faut pas être généreux pour réussir dans une société injuste et inégalitaire. Le paradoxe que note Rousseau, c'est qu'il y a donc une sorte d'étrangeté à considérer qu'une société absolutiste est nécessaire pour contrôler la violence des individus, alors même que cette violence des individus est motivée par une société absolutiste. Le projet rousseauiste est ainsi de retourner, par l'éducation, à l'état naturel de l'être humain, c'est-à-dire à un amour de soi qui ne se transforme pas en un amour propre où l'ego est en lutte contre les autres. Le but de Rousseau est de faire saisir à Émile la nécessité naturelle, et non pas lui imposer des règles qui impliqueraient une lutte d'ego. Alors, il faut bien ici comprendre, lorsque je dis qu'il faut retourner à l'état naturel, c'est en fait une expression un peu rapide. Rousseau ne croit pas qu'on peut retourner à cet état de l'être humain naturel, puisque l'état de nature est, je le rappelle, une fiction dans cette pensée politique. C'est une sorte d'expérience de pensée. Ce que ça signifie, en revanche, c'est qu'il est possible de penser une sorte d'état idéal de l'être humain en société, une sorte de citoyen idéal, et ce citoyen pourra se construire par la motivation et l'amélioration de ce qu'il y a de meilleur en l'être humain. Et ce qu'il y a de meilleur en l'être humain, c'est cet amour de soi. Sans rentrer dans le détail de la pensée de Rousseau, ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que la liberté politique dépend d'abord et avant tout d'une éducation à la liberté. Il faut apprendre à être libre, et ne pas se soumettre à des passions, et être capable d'autonomie. L'ensemble de notre réflexion sur la question de la cité, et sur la forme de gouvernement qui doit être la sienne, renvoie finalement à ce problème. Quel est l'humain que l'on veut inventer dans notre cité? Que voulons-nous faire de nous dans cet état politique? La question « l'État fait-il la loi ?» pose en fait la question de l'origine de la loi, et cette question de l'origine de la loi pose une question très profonde sur l'origine de notre propre autonomie, de notre propre conscience. En fait, pour imaginer un État où c'est l'être humain qui fait la loi lui-même, le peuple en quelque sorte qui ferait la loi, c'est-à-dire imaginer un État démocratique, il faut concevoir une certaine conscience humaine en acte, et voir comment cette conscience peut se réaliser effectivement dans une société. Donc, ce que va faire Rousseau avec l'Émile, par exemple, c'est qu'il va essayer de motiver l'obéissance plutôt que la soumission. C'est un point sur lequel il faut insister. Cette distinction conceptuelle entre soumission et obéissance creuse en fait une distinction très importante entre l'absolutisme de Hobbes, notamment, et le projet démocratique ou l'ambition républicaine de Rousseau. Alors, la soumission, c'est quand on respecte une règle ou une loi parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on estime qu'il y a là une sorte de calcul qui fait qu'on se rend bien compte que si on ne respectait pas cette règle, le mal serait plus grand pour nous, on subirait la violence, par exemple, d'un État autoritaire ou d'une police qui nous empêcherait, entre guillemets, d'agir comme on voudrait. La soumission, c'est par exemple si je vous demandais de faire quelque chose en vous mettant une arme sur la tempe. Certes, vous feriez ce que je vous demande, mais vous ne le feriez pas en toute liberté. Vous ne le feriez que parce que vous estimez que vous préférez plutôt faire ça plutôt que mourir. Bon. C'est pas très intéressant et ça empêche en quelque sorte la liberté individuelle. Dans le projet de Hobbes, la soumission est la seule manière de contrôler la liberté naturelle des êtres humains, liberté naturelle qui, je le rappelle dans sa conception, impliquait la violence. Rousseau, lui, ce qu'il veut motiver, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, c'est tout à fait différent. Lorsque vous obéissez, c'est que, certes, vous allez admettre une règle, mais c'est que vous allez l'admettre parce que vous estimez qu'elle est juste, et vous estimez finalement que c'est la meilleure. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous obéissez à la règle qui dit de ne pas tuer son prochain dans la rue, vous n'êtes pas soumis à la règle, parce qu'on peut se douter que si la règle disparaissait demain, si demain on laissait un décret qui vous permettait de tuer qui vous voulez dans la rue, vous ne passeriez pas pourtant en mode meurtrier. Vous continueriez à agir comme vous le faites, c'est-à-dire à respecter plus ou moins la santé et l'équilibre des uns et des autres. Ça veut donc dire que quand vous respectez la règle « ne tue pas ton prochain », vous ne la respectez pas en y étant soumis, mais vous y obéissez, c'est-à-dire que vous êtes libre d'y obéir, et vous acceptez en quelque sorte, en toute conscience, la justesse de cette règle. L'éducation de l'être humain est donc une condition de sa liberté démocratique. Il ne peut y avoir de liberté s'il n'y a pas de conscience éclairée
Et il ne peut y avoir de conscience claire sans une bonne disposition de soi. La vertu implique donc une conscience et une éducation. La question politique doit donc se penser d'abord comme une question sur l'éducation de l'être humain et de sa conscience. Donc là, on a en quelque sorte terminé le parcours ce grand parcours sur la question de l'État fait-il les lois. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que finalement, la question n'est pas tant de savoir si l'État fait la loi, mais plutôt de réfléchir à ce qu'on appelle l'État, ce que l'on met derrière le terme d'État. Est-ce que l'État désigne un souverain absolu qui a tous les pouvoirs et qui peut donc asservir un peuple pour pouvoir le contrôler et parfois le protéger éventuellement, ou est-ce que l'État désigne l'assemblée harmonieuse d'un peuple démocratique qui parvient à faire émerger une volonté générale? Au fond, la question, c'est quelle est la nature de l'État, et derrière cette question, il y a une réflexion profonde, comme toujours dans la pensée politique, sur la nature même de l'être humain. En plus de ce cours, je vais rajouter un petit appendice sur la question de la conflictualité politique, qui est une question résiduelle. La question qu'on a posée pour l'instant, qui est l'État fait-il les lois, est intéressante. Mais l'une des difficultés, évidemment, dans le cadre des sociétés politiques, c'est les cas où justement on ne respecte pas la loi et où il y a de la sédition, de la violence, de la conflictualité interne alors même que la loi a été posée. Et donc, on va essayer de réfléchir rapidement, je ferai, je pense, 1 ou 2 podcasts sur ce sujet, sur la question du conflit dans le cadre politique, question qui est très épineuse et qui n'est pas entièrement résolue pour l'instant.